Bienvenue sur Story de parents, des histoires de familles de tous horizons. Un podcast Parents Live impulsé par l'association La Petite Poussée. Retrouvez toutes les vidéos et les podcasts en direct du quotidien, créés par des parents pour des parents sur parentslive.fr. Côté maman, les baby showers ou autres célébrations pour se préparer à l'arrivée de son bébé sont de plus en plus courantes. Côté papa, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour fêter ce passage et surtout démystifier entre hommes ce qu'il va se passer une fois que l'enfant sera là, le côté obscur de la vie de famille. Nicolas a une fille de 8 ans, tout comme Mathieu, qui est également père de 2 autres enfants de 6 et 3 ans. Ils sont amis de longue date et ont eu leur premier enfant au même moment. Ils étaient aussi les premiers à être parents dans leur groupe d'amis. En partant du besoin d'arroser, de fêter ça, ils se sont mis à organiser avant chaque naissance une soirée dédiée au futur papa. Un temps dans lequel celui-ci pouvait évoquer ses questions, ses peurs, ses doutes, et les autres pères partageaient leur expérience avec lui. Je les laisse vous raconter pourquoi et comment ces soirées ont vu le jour et ce qu'elles apportaient aux participants. Je vous souhaite une très bonne écoute. Comment vous vous êtes préparé à la paternité ? Alors moi, la paternité m'a beaucoup questionné et j'ai lu quelques livres sur la parentalité. Et puis avec ma compagne, on a eu la chance de pouvoir pratiquer une préparation à l'accouchement autour de l'aptonomie qui laisse de la place au papa. Je me souviens de la sage-femme qui avait dit l'aptonomie, ça va au moins apprendre au futur père à pas paniquer le jour J. Et au-delà de ça, oui, ça m'a permis de pas paniquer le jour J, de pouvoir être présent, mais ça m'a surtout aidé à concrétiser ce que c'était que l'arrivée de l'enfant et à pouvoir le vivre sur les mois qui précèdent la naissance et à pouvoir être présent avec sa mère et puis avec l'enfant à venir. Puis des lectures autour de la parentalité positive, tous ces sujets qui m'intéressaient bien. Et l'envie forte de prendre une place et de pouvoir être présent auprès de cet enfant dès le départ, dès son arrivée. Et quant à moi, j'y suis plus allé au feeling, on va dire. J'ai pas forcément beaucoup lu. Alors ma compagne m'avait sollicité pour faire de l'aptonomie, pour aller à l'aptonomie, ce que j'ai accepté. Ce qui était sûr, c'est que je me questionnais pas mal sur la place que j'allais prendre, peut-être parce que j'avais pas envie qu'elle soit forcément la même que les générations précédentes, même si j'ai reçu beaucoup d'amour de mon père, mais voilà, de faire les choses un petit peu différemment. Mais c'était plein de questions et j'attendais plutôt le moment venu pour voir, pour expérimenter et pour vivre ça. Deux façons d'envisager, d'anticiper les choses un peu différentes. Et avec le recul, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui vous a manqué, notamment dans le lien avec les professionnels, justement, pour vous préparer ? Parce qu'on parle de la préparation à l'accouchement, de la préparation à la naissance, mais de la préparation à la parentalité, pour l'instant, il y a peu de professionnels qui le font, alors que quand on attend un bébé, on est quand même vu régulièrement, en tout cas en tant que nana, par des professionnels de santé qui auraient un minimum de temps pour pouvoir le faire. Comment vous vous êtes senti accueilli, questionné et écouté dans ces moments de rencontre avec les professionnels ? C'est vrai qu'il y a assez peu d'espace. Alors effectivement, en aptonomie, il y a cet espace-là pour le futur père. Voilà, on avait même fait un cours de yoga. Je me souviens avoir fait le salut au soleil un dimanche matin à 8h du matin parce que c'était ouvert aussi aux pères cette fois-là. Oui, il y a beaucoup d'espace et c'est heureux pour les futures mères. En revanche, je pense que ça manque peut-être encore aujourd'hui des espaces où on pourrait poser un peu nos questions de futurs papas qui sont aujourd'hui trop rares. On trouve d'autres biais par des lectures, par des échanges entre amis. Mais il y a peut-être moins d'espace, même si tous les professionnels sont bienveillants pour accueillir toutes les questions. Mais c'est peut-être moins formalisé que l'accompagnement qui peut être proposé à la future maman.
C'est vrai que moi, j'avais quand même fait quelques petites recherches sur quel type d'accompagnement et j'avais trouvé finalement des choses très techniques sur une demi-journée passée avec un poupon pour apprendre à changer une couche ou donner un bain, mais pas tellement ça me semblait pas forcément très pertinent sur ce que moi je cherchais, c'est-à-dire quel sens je mets dans tout ça. Donc plutôt des choses techniques et effectivement plus de possibilités peut-être pour les mamans. Et on a su aussi peut-être au départ, on s'est incrusté dans une réunion couche là-bas, on était les deux seuls futurs papas, on a poussé un peu des portes. C'était très drôle. Alors ils se sont posé la question sans nous la poser, à savoir si on était en couple, mais on était effectivement deux hommes au milieu de nombreuses femmes, il n'y avait que des femmes et nous, pour un atelier couche lavable et voilà, ça faisait un peu bizarre, mais on a été très bien accueillis, effectivement, et c'était très sympa. Et voilà, on a appris là à changer une couche lavable, ce qu'on ne savait pas faire. Donc très technique, voilà. Vous avez eu une expérience particulière de soirée papa dans laquelle vous avez pu vous retrouver entre pairs, justement pour aborder autre chose que la technique. C'est parti d'un groupe d'amis et au sein de ce groupe d'amis, nous étions les deux premiers à devenir papa. Donc l'idée, c'était au départ de fêter ce changement. Donc c'était se réunir entre amis pour fêter cette paternité et la naissance à venir. Ça ressemblait pas forcément à une baby shower, mais c'était quelque chose, on va dire, de plutôt festif. Je préfère le dire et être très honnête. Voilà, on avait envie de faire la fête. C'est que petit à petit que ça s'est construit en fait, puisque au fur et à mesure que le temps a avancé, d'autres copains sont devenus aussi papas. Et où là, on a commencé à peut-être plus prendre le temps de discuter de ce que ça faisait d'être papa, des questions qu'on pouvait se poser, des questions qu'on avait pu se poser avec Nicolas et auxquelles on n'avait pas forcément trouvé la réponse. Donc ça s'est construit très progressivement ces soirées. Pour rejoindre ce que dit Mathieu, on s'est vraiment rendu compte que le besoin existait. Alors qu'on ne l'avait pas matérialisé au départ, on se retrouvait entre hommes pour faire la fête et c'était la première intention. Et c'est vraiment que petit à petit, au fil de la soirée, on se rend compte qu'on discute après quelques verres en rentrant un peu plus dans l'intime et puis qu'on partage les mêmes peurs, qu'on partage les mêmes questionnements. Peut-être que ces soirées-là peuvent être un espace pour qu'on puisse poser nos peurs, qu'on puisse partager nos questionnements. Et donc, petit à petit, c'est un peu plus formalisé. Quand sont arrivés les deuxièmes, on a invité volontairement d'autres amis qui avaient déjà un deuxième enfant. Et là, il y avait l'intention très claire, disant, on t'invite toi parce que tu es un ami et qu'on va passer une bonne soirée, mais en plus, toi, tu as un deuxième enfant. Et là, nous, on va avoir un deuxième enfant aussi dans le groupe et ça nous questionne aussi. Et donc, on avait mis un peu d'intention là-dessus en s'entourant un peu plus largement. Chaque nouvelle arrivée, chaque nouvelle naissance, on prenait le temps avant l'accouchement d'organiser ce temps et où la personne, en fait, le futur papa venait avec tout plein de questions, des inquiétudes. Alors, il y avait des questions techniques et puis des inquiétudes, des questionnements plus philosophiques sur des sujets très, très, très variés, en fait, sans prétendre être expert. C'est-à-dire que les déjà papas ne prétendaient pas être experts, mais il y avait quelque chose qui était de l'ordre du partage d'expérience, en fait, de petits conseils qu'on pouvait se donner les uns les autres, même si on n'avait pas tous la même façon de faire et de voir les choses, et avec des questions qui touchaient parfois vraiment à l'intime. Donc, plus le temps passait, plus il y avait des papas dans le groupe, plus c'était enrichissant pour les nouveaux qui arrivaient. Au-delà des sujets, je crois que vraiment le mérite de ces soirées papas, c'était déjà de pouvoir poser les peurs. Poser toutes les émotions, parce qu'on est aussi traversé par des émotions. L'arrivée d'un enfant, c'est quand même bien bouleversant, aussi bien au niveau des questions qu'on peut se poser sur notre place en tant que futur père, sur des questions très techniques, qui paraissent très simples. Comment je le porte, comment je l'habille, par quand on commence, par quand on finit. Si le rôle de la maman, c'est de le nourrir et c'est d'assurer de nourrir ses premiers besoins de survie, quelle est ma place à moi en tant que père pour cet enfant et puis comment j'accompagne aussi ma compagne dans ce chemin-là de la maternité. Pour moi, le premier intérêt de ces soirées-là, c'est de pouvoir poser le fait que quelque part, on avait tous un peu les mêmes peurs et un peu les mêmes questionnements. Et c'est déjà rassurant de se retrouver entre pairs, P-E-R-E et P-A-I-R-S, pour juste partager que « Ah ouais, mais toi, tu vis ça aussi. Ah, mais toi aussi.
Voilà, il y avait déjà quelque chose qui apaisait, de pouvoir partager à d'autres notre vécu, parce qu'on a assez peu d'espace pour pouvoir le partager. Il y avait des questions qui allaient, voilà, le change, la place, le bain. Il y avait des questions sur la sexualité aussi avec sa compagne, comment on retrouve du désir. Enfin voilà, il y avait ces questions-là aussi, et c'est ça qui était important de le faire aussi entre papas, entre hommes vis-à-vis de nos compagnes, parce qu'on pouvait aborder des sujets peut-être intimes qui n'étaient pas que liés à l'enfant, à l'arrivée de l'enfant, mais c'était là plus quelque chose au sein du couple qui se questionnait. On a un groupe d'amis qui est plutôt très militant, donc c'est comment je vais faire pouvoir être présent sur des rassemblements 3 jours par semaine ou me faire 3 réunions militantes chaque soir. Voilà, donc comment on gère ça aussi, mon envie de continuer à faire tout ce que je fais, et en même temps cet appel, quoi, voilà, le fait que je sois papa et qu'il faut que je fasse peut-être autrement. Voilà, donc c'était très très large en fait les questions qu'on pouvait se poser. On n'avait pas la réponse à tout. Chacun amenait un peu sa pierre, et voilà comment moi j'essaye de faire. Sur les dernières soirées, on avait vraiment quelque chose de plutôt formalisé, où sur le temps de discussion, on lançait des sujets. On avait un paperboard, quoi, ou des post-it où on notait les sujets qu'on avait envie de traiter, et puis on attaquait là-dessus. Mais voilà, quelque chose d'assez large sur les discussions. Il y avait cette peur de pas savoir faire sur comment porter un nouveau-né. Voilà, on partageait le fait que moi, j'ai pas eu de poupon étant enfant, sans doute, là où une petite fille a peut-être eu un poupon, et on n'est pas éduqué en tant que garçon à devenir père, là où peut-être, alors dans un système un peu genré qui me dérange quand même quelque part, mais la petite fille, dans la forme d'éducation un peu à l'ancienne, est éduquée à devenir mère. Je sais que pour en avoir discuté avec ma compagne et puis avec d'autres femmes, il n'y avait pas cette peur-là de je sais pas comment porter l'enfant, je sais pas changer l'enfant, je sais pas changer une couche, je sais pas l'habiller. Et c'est des peurs que nous avons eues. Je me suis retrouvé à la maternité tout seul avec ma fille, puisque ma compagne était en chambre de réveil. J'ai fait du pot à pot avec elle. Et au bout d'un moment, il a fallu que je l'habille. Et j'ai pas su faire. J'avais peur de la casser, en fait. Donc, j'ai dû appeler la sage-femme. Et en fait, cette peur que j'ai eue, elle était partagée par l'ensemble du groupe de copains. On avait tous ces mêmes inquiétudes. Voilà, la peur de la casser, pas savoir changer. Le bain, est-ce que je vais pas la laisser tomber dans l'eau? Moi, j'avais jamais porté d'enfant avant de porter ma fille, en fait. On a pu rassurer nos copains, le fait que en fait, c'est quasi naturel. Une fois qu'on l'a, c'est bon, en fait, on sait faire. Mais tant qu'on l'a pas fait, on le sait pas. Nous, on a été là aussi, et petit à petit, ceux qui ont eu des enfants, pour rassurer les autres en disant si, tu vas voir, ça va bien se passer. Il n'y aura pas de problème. Donc voilà, ça peut paraître un sujet un peu très simple, et pourtant, c'était une inquiétude qui était partagée par tout le reste du groupe, voilà, avec plein d'autres sujets évidemment, mais c'est des petites choses comme ça qui nous ont fait dire ouais, c'est important aussi de se réunir pour en discuter, voilà, et poser les choses pour se rassurer. Ce n'est que du partage d'expérience, et voilà, un espace où on peut poser nos inquiétudes et nos questionnements, et puis du partage d'expérience. On est tous au même niveau, on n'a pas réponse à tout, mais je peux te dire comment moi j'ai fait, et ça en soi, je partage ce que j'ai fait, ça peut te donner des idées et tu construiras toi ta propre paternité. Mais voilà, on était, oui, sur une approche très empirique, très simple, mais plutôt humble dans cette simplicité, et c'était ça aussi qui était chouette et bienveillant entre nous. Avec deux mêmes points communs sur l'ensemble du groupe, c'est que tous les papas qui étaient là, du groupe d'amis, étaient tous des papas ou futurs papas qui avaient envie de véritablement prendre une place, une vraie place, et d'assumer ça, et de travailler sur cette question de coparentalité. Et on avait aussi des compagnes qui nous poussaient à ça, qui nous encourageaient à le faire autrement que ce qu'elles avaient pu vivre ou connaître auparavant. Donc il y avait vraiment aussi ces deux points communs qui faisaient que les soirées, que ça se passait bien, où on arrivait vraiment à avoir ces temps de partage et de discussion. C'est parce qu'on partageait un peu le même idéal sur la paternité et la coparentalité. I was the third brother of 5, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight.
Dans le quotidien, pour vous, ça se concrétisait comment cet idéal de coparentalité? Pour vous, c'était quoi les points les plus importants sur lesquels évoluer et ne pas faire comme les modèles parentaux classiques? Dans un livre, j'avais croisé ce message qui disait que les femmes sont mères bien avant d'enfanter et les hommes sont pères quand l'enfant a déjà 6, 7, 8 mois et où il y a les premières interactions entre le père et l'enfant. Et quelque part, ça me dérangeait. Je dis, moi, je ne veux pas être père à 8 mois, en fait. Je ne suis pas d'accord avec ça, quoi. Et je me suis senti père quand ma fille est arrivée. Ça a été une certitude. Donc, je crois que vraiment, peut-être la différence avec l'éducation qu'on a pu recevoir de nos parents, c'est cette volonté de prendre une place dès l'arrivée de l'enfant. Et donc, de dire, qu'est-ce que moi je peux faire? Donc c'est vrai que les premières choses, ça va peut-être être oui, changer la couche, ça va être le bain. Voilà, je me souviens qu'au début, moi j'avais un peu peur de toucher ma fille, je savais pas trop comment l'attraper, j'avais peur de lui faire mal et j'osais pas changer la couche. Et ma compagne m'a dit bon écoute là pendant 2 jours je le fais, tu regardes et puis au 3e jour tu t'y colles. Ok. Et donc, je ne l'ai pas fait les 2 premiers jours, mais au 3e jour, je l'ai fait. Et très vite, je me suis rendu compte que c'était des moments très, très riches et que dès les premiers jours de l'enfant, il y a des interactions qui sont possibles à travers le chant, à travers le bain. Voilà, après, j'ai fait beaucoup de portages avec mon enfant et ça a été vraiment quelque chose de très, très, très précieux quand tu as la chance de pouvoir porter ton enfant contre toi. Et ça, c'est une vraie différence par rapport à l'éducation que j'ai pu recevoir. Et même mes parents avaient du mal à comprendre, mais pourquoi tu portes ton enfant et tu ne mets pas dans la poussette, il est bien dans la poussette. Non, en fait, là, contre moi, je sens son cœur, il sent mon cœur, je sens sa respiration. Voilà, et un des gros déchirements, peut-être mon seul regret de la petite enfance, c'est quand on a acté avec ma fille que je pouvais plus la porter en écharpe. On a acté ça très tard. Elle avait peut-être au moins 3 ans passés. Voilà, là, on a dit tous les deux, en fait, c'est plus possible. Je peux plus te porter. Mais je la portais encore un petit peu pendant très longtemps. Et pour moi, ça, c'était quelque chose vraiment de merveilleux dans les premières années de ma paternité. Il y a une question de génération, une question aussi peut-être de milieu socioculturel dans lequel on est, donc qui fait que la place, on a envie qu'elle soit différente, d'être plus avec eux. Ça passe aussi parfois par un choix au niveau du travail, de passer sur quelque chose qui est de l'ordre du temps partiel pour pouvoir être plus avec eux. J'en discute avec mon père, c'est le temps partiel, il n'a jamais connu, quoi. Aujourd'hui, moi, c'est un choix que j'ai fait, que j'assume pour être avec mes enfants, pour passer plus de temps avec eux. Alors ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on discutait lors de ces temps, mais qui est venu pour pas mal après coup. C'est aussi la question du j'ai besoin de temps pour être avec mes enfants, et donc je fais en sorte de l'avoir. Je sacrifie autre chose au niveau du travail pour être au plus proche, quoi. Oui, puis l'évolution sociétale permet ça, et ça c'est quand même une belle avancée. Tu vas en entreprise dire que tu souhaites être à temps partiel parce que tu as un enfant, c'est entendu, même si tu es un homme. C'est quand même une évolution. Je pense qu'il y a 40 ans ou 50 ans, un homme disait ça, c'était pas possible. C'était refusé par l'entreprise. Voilà, aujourd'hui, on a quand même un terreau qui permet au père de prendre plus de place dans la coparentalité s'il le souhaite. Et c'est une bonne nouvelle. Là, j'étais en contact avec maman il y a pas longtemps qui me disait, moi, si j'avais su ce que c'était la parentalité, j'aurais pas signé. Moi, ma question, et on en parle souvent à part en live, c'est de se dire, bien sûr, la parentalité, il y a une part de merveilleux, mais en tout cas, la petite enfance, il y a aussi une part de fatigue. Les enfants, ils nous poussent dans nos retranchements, ils nous font faire le yo-yo émotionnel. Enfin, c'est un gros tsunami. Il y a des impacts réels sur la vie de couple, sur la sexualité. Et du coup, comment, en tant que père de jeunes enfants, on peut avoir un discours auprès du futur papa qui soit à la fois réaliste, mais qui ne va pas non plus complètement le plomber, à dire « mais mon Dieu, mais je ne vais juste pas dormir pendant 3 ans, ma vie va être un enfer ».
Comment vous trouviez le bon équilibre pour à la fois transmettre de votre expérience sans être dans quelque chose où on va aussi un peu faire peur à la personne, quoi. Moi, j'ai eu clairement à cœur d'être assez transparent parce qu'en fait, on m'avait pas prévenu que la parentalité, ça allait être qu'on allait perdre le sommeil pendant 3 ans, hein, comme tu dis très justement. Voilà, ça, c'est vrai. En partie, pas pour tout le monde. En tout cas, il y a de grosses périodes où le sommeil, c'est difficile, où la grasse matinée, quand tu as la chance de te lever à 8h15, tu as fait une super grasse matinée. Voilà, ça, on ne me l'avait pas dit, pas explicitement. Donc, c'est quelque chose dans les soirées papa qu'on a pu porter en disant oui, alors ça va révolutionner, bouleverser ta vie. Ça va être un tsunami. Ça peut être un tsunami dans ton couple, parce que ça vient aussi complexifier une relation qui était à 2, surtout à l'arrivée du premier enfant. Là, on est 3. Du coup, comment on fait comment on recrée le couple dans la parentalité. Oui, c'est un tsunami et c'est bien de le savoir en amont. Néanmoins, je pense que le cerveau a quelque chose de merveilleux, qu'il est en capacité d'oublier les moments difficiles et de ne garder que le bon. Quand je prends ces 8 dernières années, oui, il y a eu des moments difficiles, mais les moments de bon sont tellement plus forts, plus intenses, plus puissants que les moments difficiles, qu'en réalité, je les ai oubliés. Et un enfant, c'est tellement riche et pouvoir grandir à ses côtés, c'est tellement fort que ça vaut quelques moments difficiles. C'est un engagement quand tu souhaites prendre une place importante dans la parentalité. C'est 15-20 ans de ta vie qui vont être consacrés à accompagner ton enfant ou tes enfants vers l'autonomie. Et tu vas militer autrement, en fait. Tu vas militer dans la transmission familiale, dans l'éducation de ton enfant. Et c'est une forme de militantisme qui est très, très importante aussi dans le monde dans lequel on vit, à mon sens. Mais c'est un boulot qui est merveilleux. Alors moi, je suis très dans l'organisation. Donc, il y a un partage des tâches plutôt très équilibré, ce qui fait que chacun d'entre nous, au sein du couple, on arrive à avoir des temps pour soi et puis surtout des temps pour tous les deux aussi. Voilà. Alors, on a la chance de pouvoir faire garder nos enfants parfois, mais rapidement, dès qu'on a pu le faire, en fait, même en très bas âge, parce qu'on sait que c'est souvent un petit peu difficile les premiers temps de laisser son enfant pour une soirée, mais c'est hyper important de pouvoir retrouver ça. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on a pu aussi discuter lors de ces temps, de se dire, voilà, il faut pas perdre aussi de vue qu'il y a un couple dans tout ça et que c'est important qu'il puisse continuer à vivre et à avoir du temps. Et Nicolas disait, on oublie les mauvais moments. Ouais, la preuve, moi, j'en ai 3 maintenant. Si j'avais gardé que les moments galères avec le premier, j'en aurais pas eu un deuxième ni un troisième. Et puis alors, plus on en a, plus on s'organise. Oui, mais c'est ça, c'est cette vigilance qu'évoque Mathieu, une fois l'arrivée de l'enfant, pouvoir avoir en tête qu'on on a 7 ans à 3, on a 7 ans à 2 dans le couple, et puis on a 7 ans individuels, chacun pour soi. Préserver cet équilibre et préserver ces 3 espaces qui sont essentiels. Et voilà. Et ça encore, c'est des choses qu'on ne nous avait pas dit. En tout cas, moi, on n'avait pas dit avant. 4 espaces même, puisqu'il y a l'espace de toi et ton enfant, juste toi et ton enfant. C'est vrai. 4 espaces. Il faut sortir le chien aussi, ça fait 5. Non, mais c'est bien que vous ayez gardé très cher, parce que moi, je sais que j'étais arrivée à un point à un moment donné dans ma parentalité où j'aurais été incapable de faire ce genre de soirée sans déprimer tout le monde, quoi. Parce que moi, je pense que c'est un enjeu, en fait. On a fait une émission sur le burn-out parental et on voit que plus la parentalité est idéalisée en amont, plus il y a des déconvenus et c'est là qu'il y a justement des crispations et de l'épuisement. Il y a un travail réel de prévention à faire justement pour prévenir les parents sur les réalités de fatigue, sur les besoins d'organisation dont vous parlez, sur le fait de s'organiser du temps en couple, etc., quoi. Oui, tout à fait. Et puis, il y a cette pression du parent parfait, et qui est aussi, quelque part, une injonction sociétale. Et on commence à trouver des bouquins, détendez-vous aussi, c'est vive le parent imparfait. Et c'est aussi dans notre imperfection qu'on éduque nos enfants. C'est une énorme pression pour les parents, et c'est une énorme pression aussi qui pèse sur l'enfant. Donc oui, s'il y a aussi un message qu'on peut faire passer, cette idée, c'est relax en fait. On fait au mieux
avec les capacités que l'on a, avec la fatigue que l'on a sur un instant T. Et si parfois on craque, et si parfois c'est trop dur, ben c'est OK et c'est normal en fait. Donc voilà, pouvoir aussi lâcher la pression et s'offrir des espaces pour lâcher la pression. Les soirées papa permettaient ça aussi, parce que ceux qui avaient aussi des enfants revenaient dans les soirées papa et pour témoigner et pour aussi poser un peu là j'en peux plus, ça fait 3 mois qu'il dort pas. Voilà, ça permettait aussi ça, ces espaces-là, et on en a besoin. Mais non, surtout ne cherchez pas à être parfait. Hein. Ces soirées-là, vous les assumiez en non-mixité. Quelle réaction vous avez eue de vos compagnes, de vos amies femmes par rapport au fait de vous retrouver entre hommes ? Globalement, c'était plutôt de la part de nos compagnes très bien vu, de la part des mamans, parce qu'on le disait tout à l'heure, mais on avait des compagnes qui nous encourageaient aussi à réfléchir à cette question-là, à se poser des questions, à avoir cet espace de parole. Après, on va pas te cacher qu'on a eu quelques remarques d'amis, qui n'étaient pas forcément en couple non plus, sur le fait que attention, c'est de la non-mixité, moi j'aurais toute ma place. Or, on avait des questions et des sujets qui je pense, n'auraient pas pu être abordés. Il s'agissait pas de faire de la non-mixité par rejet de l'autre, quoi. C'était vraiment parce qu'il y a des questions qui parfois sont intéressantes et ne peuvent être traitées qu'entre pairs, PAIRS. Oui, c'est s'offrir des espaces qu'on n'a pas dans la vie de tous les jours. Et c'était pouvoir s'offrir ces espaces-là entre nous. Clairement, il y a des conversations, des sujets, quand on va parler sexualité, qui auraient été moins fluides si on était dans des soirées mixtes. Et puis en fait, on fait avancer la question du genre aussi. On faisait avancer la question du genre en se réunissant de cette manière-là, puisque notre objectif était de prendre une place de père autrement, tu vois, si on travaillait sur la coparentalité, quoi. Donc finalement, on faisait avancer aussi la problématique. C'était pas juste une soirée, je vais caricaturer, mais on aurait fait des soirées juste pour regarder un match de la Ligue des Champions. La soirée aurait été ouverte à tout le monde, tu vois. Du coup, si vous aviez des conseils et des petits tips à apporter à des personnes qui souhaiteraient mettre en place ce type de soirée avec leur groupe d'amis, qu'est-ce que vous leur diriez ? D'y aller, oui. de le faire, ouais. Nous, on avait la chance d'avoir vraiment un groupe de copains assez large, assez grand. Et sur la fin, on l'a peut-être dit tout à l'heure, mais ça a permis à des personnes qu'on connaissait pas forcément, mais des amis d'amis, voilà, de rejoindre le groupe et de rentrer un petit peu dans ce cercle. Ça s'est un petit peu essoufflé, nous, parce qu'on est tous devenus papa et puis le temps a avancé. Et la question, c'est comment on aurait pu transmettre ça pour que ça puisse continuer. En tout cas, d'encourager ces initiatives. Il n'y a pas de mal à se faire du bien sur une soirée ou en journée entre papas et puis d'aborder ces sujets-là. Est-ce qu'il y a besoin que ce soit animé je ne sais pas, un peu structuré quand même, ça c'est sûr, mais... Oui, et puis la structuration, elle peut venir au gré des besoins. C'est ce dont on témoignait, c'est qu'on n'était pas sur une organisation structurée au départ. L'intention était plutôt festive, et puis petit à petit, le besoin s'est ressenti de se structurer. Donc de dire si dans un groupe d'amis, certains hommes ressentent ce besoin-là, allez-y. Et puis commencez, si la première soirée vous ne parlez pas ou à peine de parentalité, ce sera peut-être à la deuxième soirée. Ou préparer une petite liste de questions avant. Ce qui était, nous, toujours intéressant, on avait indiqué ces soirées papa, futur papa. Donc, potentiellement, c'était tous les hommes intéressés par le sujet de la parentalité, de la paternité. Ce qui fait qu'on avait des amis qui avaient des enfants, des amis qui n'avaient pas d'enfants, des amis qui envisageaient d'avoir des enfants. On avait toujours la personne pour lequel c'était sa soirée papa. Mais c'était ouvert aussi à des hommes qui n'avaient pas de projet d'enfant, qui n'étaient pas forcément en couple. Et c'est cette diversité aussi qui est riche dans l'échange. Voilà, peut-être que c'est intéressant de se dire, essayez dans votre groupe d'amis d'avoir des gens qui ont déjà des enfants, des gens qui n'ont pas d'enfants, et mixer un petit peu tout ça pour justement avoir des retours d'expérience et des témoignages de différentes sortes
Et puis, faites-vous confiance, en fait. C'est un espace ouvert dans lequel vous pouvez mettre ce que vous voulez. Dès lors qu'on pose un cadre un peu bienveillant, où on est entre nous, on peut se dire tout ce qu'on veut. Je ne sais même pas si on l'avait formalisé, mais il y avait une forme de confidentialité implicite. Ce qui se disait dans nos soirées restait dans nos soirées. On se rapproche un peu du cercle de parole sans qu'on soit outillé pour faire un cercle de parole. Voilà, il n'y a pas besoin d'outils. C'est peut-être un autre message qu'on peut faire passer. Il n'y a pas besoin d'outils. Si vous avez l'élan, trouvez un espace, regroupez-vous. Ça prendra. En tout cas, il se passera quelque chose. C'est pas se mettre la pression à se dire alors ils vont nous poser des questions, qu'est-ce qu'on va répondre, quoi. Voilà, on part bien du principe que nous n'étions pas des experts de la question. Il y a des temps qui existent avec des psychologues, des gens, mais on n'était pas là pour avoir une conférence où on expliquait comment il fallait faire. Pas se mettre la pression sur qu'est-ce que je vais répondre aux questions qui vont m'être posées, en fait. Le climat de confiance qu'il y avait entre vous, le fait que vous puissiez vous sentir libre de parler. Je pense que ça, c'était le fait que vous soyez amis et que de fait, il y avait la connivence et la confiance entre vous. Ou est-ce que ça peut aussi se cadrer et se construire ? Alors, ça a beaucoup joué, le fait qu'on soit un groupe d'amis avec les mêmes préoccupations, les envies qu'on partageait. Mais je pense que ça peut se construire avec des personnes qui ne se connaissent pas. L'enjeu, ça va plus être comment trouver le moyen de les réunir. C'est plutôt là que ça se joue, parce qu'une fois qu'on a réussi à créer les conditions, qu'on a réussi à mobiliser quelques papas qui se connaissent ou qui ne se connaissent pas, je pense que les questions qu'on se posait, elles se posent à l'énorme majorité d'entre nous. Donc, c'est plutôt quel moyen on va trouver pour les réunir. Qu'une fois qu'ils sont là, alors pour le coup, si c'est des papas qui se connaissent pas, ça mérite peut-être d'être un peu plus animé sur un temps de connaissance, etc. évidemment. Mais je pense que ça peut se faire. L'apport d'entrée convivialité, on la recommande. Moi, je travaille dans le socio-culturel. Je sais que c'est pas évident pour les papas de franchir la porte de la MJC ou du centre social pour venir discuter de ces temps-là. Donc peut-être imaginer autre chose ailleurs, dans un autre endroit, plus convivial. Voilà, ça veut pas forcément dire autour d'une bière, mais peut-être trouver un autre moyen. On s'en est pas rendu compte sur les premières soirées, mais après on a des papas qui attendaient vraiment ce temps-là, en fait. Il y en a quelques-uns à qui ça a fait un bien fou de faire ce temps-là, pas que pour l'aspect festif, mais pour tout le temps de discussion qu'on a pu avoir et de partage où ils repartaient. Souvent, les soirées, on les faisait quelques semaines avant l'accouchement. Hein. Je ne sais pas si ça terminait de les préparer. Il y en a pour qui vraiment c'était je vais être papa, il me faut cette soirée-là parce que j'ai plein de questions. Il y a une vraie attente de certains dans le groupe. Mais ça donne envie d'en parler depuis tout à l'heure. On l'évoquait, pourquoi pas organiser maintenant des soirées adolescence. Alors là, c'est vrai qu'on est dans des périodes où on a passé la petite enfance, on est peut-être en termes d'éducation, de parentalité, sur des périodes qui sont plus tranquilles. Mais il n'est pas impossible que l'adolescence vienne bouleverser quelques certitudes éducatives. Et pourquoi pas, les soirées papa pourraient se réenclencher à d'autres périodes un peu charnières de la vie de l'enfant ou de nos questionnements de parents, en fait. En tout cas, l'adolescence, moi j'imagine que ça peut être un outil qui serait intéressant pour cette période-là également. J'espère que vous avez pris des notes. Toute reproduction de ce genre de pratique est fortement conseillée. Un grand merci à Nicolas et Mathieu d'avoir partagé leur expérience des soirées papa. On espère que cela vous donnera envie d'en proposer à vos proches. N'hésitez pas vous aussi à nous raconter vos rituels et célébrations pour se préparer à l'arrivée d'un bébé, que ce soit entre hommes, entre femmes ou en mixité. Si vous tentez l'aventure d'organiser des soirées papa, tenez-nous au courant et partagez vos trucs et astuces pour qu'elles se déroulent bien et que les participants ne partent pas tous en courant après que vous ayez fait l'état des lieux de vos carences en sommeil ou évoqué le désert de Gobi de votre vie sexuelle. Merci à Vincent Romance pour les interludes musicaux, le mixage et le mastering. À très bientôt sur parentslive.fr.
Si ce témoignage vous interpelle, vous ressemble ou vous questionne, si vous voulez vous aussi en tant que père, mais aussi beau-père, mère, grand-parent ou enfant, partager votre expérience autour de la paternité, écrivez-nous à parentslive.fr@gmail.com et sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. À très bientôt pour un nouvel épisode des Stories de parents spécial paternité. On vous embrasse.